Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec notre vision. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang, ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast. Et salut à tout le monde, bienvenue sur le nouvel épisode de 1000%, un épisode où on va parler d'hypothyroïdie. Donc c'est vraiment un sujet qui est assez transversal dans l'ensemble des épisodes qu'on a pu faire déjà sur 1000%. Donc on va essayer de comprendre ça avec Dr Philippe Vérolier aujourd'hui. Bienvenue à vous. Bonjour, merci de votre accueil. Merci à vous et on est avec Pierre de 1000%. Comment ça va? Bonjour à tous les deux. Ravi de réaborder ce sujet, tant abordé dans cet épisode, mais peut-être on aura un autre point de vue du docteur Vérolier aujourd'hui sur cette problématique. Ouais, c'est vraiment un sujet de santé, hein. On l'a abordé sur beaucoup d'épisodes, vraiment de comprendre pourquoi cette thyroïde, qui est une glande endocrine qui produit des hormones, a vraiment une place centrale. On dit que c'est un chef d'orchestre. Et puis ce phénomène d'hypothyroïdie qui vient impacter l'ensemble de notre corps. Et donc on va pouvoir explorer les différentes causes qui peuvent amener à cette hypothyroïdie. Et puis après, on va aborder les traitements, qui soient hormonaux, médicamenteux ou par les plantes et par des traitements plus naturels. Donc, docteur Vérolier, je vous laisse vous présenter rapidement pour l'ensemble des auditeurs. D'accord, donc Philippe Véroli, je suis médecin, spécialisé en anesthésie-réanimation, mais je me suis aussi intéressé à la médecine générale et à la médecine intégrative, et notamment aux médecines naturelles, c'est-à-dire en utilisant autre chose que des produits médicamenteux, parce que je me suis aperçu au cours de ma pratique que dans le cadre des maladies chroniques, la médecine conventionnelle était quand même décevante. Et donc, je suis allé chercher des solutions autres et en faisant la littérature scientifique, on les trouve. Et donc, il existe plein de façons de soigner, souvent plus efficacement qu'avec des médicaments, de nombreuses maladies chroniques. Et j'ai peu à peu développé une pratique dans ce domaine. Et m'étant intéressé à de nombreux sujets, j'ai écrit plusieurs livres, dont un sur la thyroïde. Et j'ai eu pas mal de patients qui sont venus me voir à ce sujet. Qu'est-ce qui vous amène à écrire un livre sur la thyroïde? Alors, beaucoup d'idées fausses qui courent en général, et beaucoup de manquements dans les connaissances du public, bien sûr, mais aussi, de façon plus inquiétante, du corps médical. Il y a beaucoup d'idées fausses et de notions méconnues qui permettraient de mieux traiter. Et c'est ça que j'ai voulu développer dans mon livre. Ok, et puis on voit aussi l'ensemble de la population, hein, qui est de plus en plus importante à avoir des signes d'hypothyroïdie, hein, qui Ouais. sont multiples. La fatigue, les problèmes liés au froid, les problèmes digestifs, les douleurs La chroniques. prise de poids. La prise de poids, on a vraiment un ensemble de facteurs qui peut nous amener à ce syndrome de l'hypothyroïdie. Est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu tout ça, s'il vous plaît? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thyroïde, elle a un rôle majeur dans notre santé. C'est, on pourrait dire de façon simple, le thermostat de notre organisme. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une chaudière, vous avez un bouton et s'il fait froid, vous montez le thermostat pour que ça fasse plus de chaleur. S'il fait trop chaud, vous le baissez. Et la thyroïde, c'est ce bouton qui va régler toute la production d'énergie dans l'organisme en fonction des besoins.
Alors le corps humain, c'est une merveilleuse machine avec plein de systèmes de régulation très sophistiqués et par des communications entre les cellules, on pourra le détailler si vous voulez, mais la thyroïde va régler le niveau d'énergie produit par l'organisme. Par ce mécanisme, elle va intervenir dans toutes les fonctions du corps. C'est pour ça que quand la thyroïde dysfonctionne, on a des signes qui touchent tous les organes. On peut avoir de la fatigue, on peut avoir des troubles digestifs, on peut avoir des troubles neuropsychiques, des troubles osseux, des troubles cardiaques. On peut avoir tout et n'importe quoi parce que la thyroïde agit sur tout. C'est pour ça que il faut toujours penser à la thyroïde et c'est le travail du médecin de savoir faire le point pour savoir si elle fonctionne correctement ou pas. Et on parle souvent de la thyroïde comme un chef d'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce système hormonal qui est un système de communication pour alerter l'ensemble des tissus, l'ensemble des cellules de notre corps? Juste nous faire un petit focus sur ce système endocrinien, comment il D'accord. fonctionne et quelle est la place de cette thyroïde? Alors, donc, pour parler simplement, la thyroïde, c'est un organe qui est situé à la base du cou. Ça pèse 20 à 30 grammes à peu près. Normalement, on la sent pas et on la voit pas. Elle fabrique des hormones, dont on pourra parler. Et son fonctionnement, il est gouverné par plusieurs choses. D'abord, par une glande qui est située à la base du cerveau, qui s'appelle l'hypophyse. Donc c'est en gros profondément derrière les yeux, un peu plus loin, au milieu du cerveau. Il y a de l'hypophyse qui fabrique une hormone qui va stimuler la thyroïde pour qu'elle fonctionne. Donc, La TSH. ça s'appelle la TSH. Thyroid Stimulating Hormone, c'est un terme anglais. Cette hypophyse elle-même, elle est commandée par une autre glande du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est pas loin, et qui fabrique une hormone qui s'appelle la TRH. Donc vous avez l'hypothalamus qui commande l'hypophyse. L'hypophyse commande plein de glandes endocrines, parmi lesquelles la thyroïde, en fabriquant de la TSH. La TSH fabrique des hormones qu'on appelle, on va dire leur nom tout de suite, T3, T4. Et en fonction du taux sanguin de ces hormones, la thyroïde va recevoir des signaux. En fait, elle va savoir, la thyroïde, combien il y a d'hormones qui circulent. S'il n'y en a pas assez, elle va augmenter la production. Et s'il y en a trop, elle va la diminuer. Donc tout ça, c'est parfaitement régulé avec un système de rétrocontrôle. En anglais, on dit un feedback. Et extrêmement précis, extrêmement fin, et surtout qui s'adapte à toutes les conditions de la vie. Par exemple, si vous êtes l'hiver qui fait froid, hop, vous allez fabriquer un peu plus d'hormones, parce qu'il y a besoin de fabriquer plus d'énergie. L'été, ça va être le contraire. Et à différents moments de votre vie, de votre journée, tout ça va varier de façon très finement régulée. En gros, voilà comment ça marche. Et donc il y a ces variations, hein, vous parlez de rétrocontrôle, ça c'est l'ensemble du corps, et il y a aussi les extrémités, les tissus qui vont pouvoir aussi donner des informations pour que cet axe hormonal que vous avez décrit puisse se réguler. Mais si je comprends bien, il y a des variations, vous avez parlé de variations saisonnales, mais est-ce qu'il y a aussi des variations dans nos propres journées, dans notre semaine? Oui. Est-ce qu'on passe transitoirement en hypothyroïdie et puis on passe en hyper? Comment ça Alors non, fonctionne? on n'est jamais. La notion d'hyper et d'hypothyroïdie, elles sont relatives à vos besoins. Si par exemple, vous avez pas besoin de beaucoup d'hormones thyroïdiennes et que vous en fabriquez plus qu'il n'est besoin, bon, on va dire que vous êtes en hyperthyroïdie. Mais à un autre moment, ça peut être le contraire. Et c'est à ça que sert la régulation de l'organisme. C'est à toujours fabriquer ce qu'il faut. Donc, quand quelqu'un est en bonne santé, il y a toujours la production d'hormones dont on a besoin.
Et si ça n'est plus le cas, alors il faut suspecter qu'il y ait un problème, une maladie. Mais normalement, ça ne se produit pas. Quelles sont les normes? J'ai l'impression que entre les différents intervenants qu'on a eus, tout le monde n'est pas d'accord sur ces histoires de normes. Je suppose que pour un même individu, on veut comparer les choses. On pense que pour tout le monde, un homme, une femme, quelqu'un qui fait 150 kilos et quelqu'un qui en fait 50, il devrait y avoir ces mêmes normes de taux hormonaux. Comment s'y retrouver? Alors, vous parlez donc des taux sanguins. Mm. Il y a plusieurs choses qu'on dose. On dose, on peut parler des bilans sanguins tout de suite si vous voulez. Donc, parmi les dosages, ce qu'on fait le plus souvent, c'est avant tout le dosage de la TSH. Donc, je rappelle à nos auditeurs, la TSH, c'est l'hormone fabriquée par l'hypophyse qui commande le fonctionnement de la thyroïde. Si la thyroïde a besoin de plus fonctionner, la TSH va augmenter. Si elle a besoin de moins fonctionner, il y aura moins de TSH. Et ça veut dire aussi que si vous êtes en hypothyroïdie, ça veut dire que votre thyroïde ne fonctionne pas assez par rapport à ce que vous avez besoin. Alors la TSH va augmenter. Et inversement. Donc ça veut dire hypothyroïdie, ça correspond à une TSH élevée. Et inversement, hyperthyroïdie, on a souvent une TSH basse. Est-ce que je suis clair? Oui, oui. Bon, Est-ce que c'est toujours le cas? alors, il y a toujours des exceptions à tout. Mais déjà, avant Pierre, d'aller reste avant calme, Pierre. d'aller pinailler dans les détails, il faut comprendre le système en La général base. quand c'est pas trop compliqué. Après, tout peut devenir très compliqué et on peut tout décrire d'une façon tellement compliquée que les gens comprennent rien. Mais faisons le choix inverse, expliquons les choses simplement pour que les gens comprennent. Si votre thyroïde marche pas assez, la TSH augmente. Si votre thyroïde marche trop, la TSH diminue. Donc ça, c'est le premier truc. On dose la TSH. Si elle est trop haute, vous êtes en hypothyroïdie. Si elle est trop basse, vous êtes en hyper. Alors, je réponds à votre question. Et c'est quoi la TSH normale? La TSH normale, elle varie alors je vous donne les chiffres, de 0,3 unités internationales par litre, c'est comme ça qu'on la mesure, à 4. Donc beaucoup de gens disent, oh là là, mais cette fourchette est immense, de 0,3 à 4. Ça va de plus que de 1 à 10. Donc c'est trop large, ça veut rien dire. Et c'est un mauvais examen. Il y en a qui disent ça. C'est complètement faux. Et c'est ne pas comprendre comment fonctionne le système. Je vous explique. Les normes d'un laboratoire, c'est des valeurs recueillies dans un échantillon de la population. Donc, il y a ce qu'on appelle la normalité au sens statistique, c'est-à-dire à quoi correspond la majorité des gens. Eh bien, la majorité des gens qui sont pas malades, ça va de 0,3 à 4. Et cette fourchette, elle est très large, et c'est normal qu'elle soit très large. Parce qu'on est tous différents. Il y a d'autres domaines où c'est pas le cas. Vous prenez la glycémie, par exemple, le taux de sucre dans le sang, la normale, elle est assez étroite, ça va de 0,8 à 1,1 par exemple, et à peu près tout le monde est là-dedans. Et si vous n'êtes pas là-dedans, si vous êtes au-dessus, c'est déjà du prédiabète, voire du diabète, voilà. Mais pour la thyroïde, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chaque personne a un taux d'hormone thyroïdienne T4 qui correspond à son état optimal. Et à ce taux de T4 qui est optimal pour cette personne et qui n'est pas le taux optimal pour le voisin, va correspondre une valeur de TSH. Alors là, on va rentrer dans des détails puisque votre question elle est déjà assez pointue, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Il y a, c'est très important à retenir, et ça, il y a plein de médecins qui ne le savent même pas. Il y a une relation
Alors, je m'excuse du terme, après on va dire en français simple, il y a une relation logarithmique inverse entre la T4 et la TSH. En bon français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre T4 va varier un peu, la TSH va varier beaucoup. C'est ça les relations logarithmiques. Ça, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que si, bon, vous avez un taux de T4 qui est votre bon taux de T4 pour lequel vous êtes en forme. Si votre T4, elle augmente un tout petit peu, donc vous êtes encore dans la normalité, mais un peu plus que ce qui est votre taux optimal. Votre TSH, elle va diminuer beaucoup. Et inversement, si votre taux de T4, il diminue un peu par rapport à ce qui est l'idéal pour vous, votre TSH, elle va augmenter beaucoup. Donc, c'est normal que les fluctuations de TSH soient amples, mais elles ne correspondent qu'à des variations de T4 minimes. Et comme chacun est différent du voisin, la normalité de l'un n'est pas la normalité de l'autre pour la T4, et du coup, cette différence, elle est décuplée pour la TSH. C'est pour ça que la norme de TSH, elle est large. Et ce n'est pas, je dirais, ni une anomalie, ni ça veut dire que la TSH est un mauvais examen, pas du tout. C'est un très bon examen, mais ce qu'il faut, c'est savoir quelle est la valeur qui est la bonne pour vous, et non pas vous comparer simplement aux standards du laboratoire. Or, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez compris. On a très bien suivi, Ok. docteur Veroli. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, notre santé thyroïdienne, elle est à confronter face à nos besoins et face à notre ressenti. Donc, c'est Ouais. comme ça qu'on va définir notre bon taux de T4 et de T3. C'est en fonction de nos symptômes et de notre énergie dans la journée. Alors, oui, tout à fait. Alors, néanmoins, il y a les grandes fourchettes très larges, la grande fourchette très large dont je vous ai parlé. Et si vous êtes vraiment en dehors de cette fourchette très large, là, vous pouvez quasiment être certain qu'il y a un vrai problème. Mais si votre TSH elle est complètement effondrée, c'est pas normal. Si votre TSH elle est très haute, c'est-à-dire, vous voyez, je vous ai dit que ça va de 0,3 à 4. Si vous avez 0,001 de TSH, il y a un problème. Et si au lieu de 4, vous avez 12, ça va pas non plus. Mais que vous ayez 2,5, 3,5 ou 3,8, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Voilà. Donc, Est-ce que vous pouvez rentrer plus précisément dans l'hypothyroïdie vraie et l'hypothyroïdie fonctionnelle? Ouais. Alors, je pense que vous parlez de l'hypoïdie fruste. Oui. Parce que fonctionnel, c'est un terme qui n'existe pas vraiment. Alors, il y a l'hypothyroïdie vraie. L'hypothyroïdie vraie, là encore, bon, je vais faire simple au début, après on va compliquer. Mais Après, vous êtes l'hypothyroïdie sur vraie, 1000%, hein, monsieur docteur Veroli, donc comment? vous pouvez y aller. Hein. Ouais, ok. Donc, Nos auditeurs sont à 1000%, donc allez-y, on est d'accord. là pour Alors, s'accrocher. Hein. l'hypothyroïdie vraie, c'est quand vous avez un taux de T4 et de T3 qui sont inférieurs à la normale. Ok. Et dans ce cas-là, la TSH, elle va être élevée. On l'a dit tout à l'heure. Et vous avez ce qu'on appelle l'hypothyroïdie fruste, qui correspond à une augmentation de la TSH, alors que la T4 est encore dans la fourchette de normalité. C'est ça la définition de l'hypothyroïdie fruste. Et il y a pas mal d'articles de vulgarisation qui disent des bêtises en disant que la T4 elle est anormale. Dans l'hypothyroïdie fruste, par définition, c'est une convention, la T4 elle est normale et c'est la TSH qui est trop élevée. Et la question que beaucoup se posent et à laquelle les réponses varient, c'est qu'il y en a qui disent il faut la traiter l'hypothyroïdie fruste et d'autres qui disent il faut pas la traiter. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Et il y a d'ailleurs un consensus de la Haute Autorité de Santé en France qui est assez pertinent et qui dit voilà, quand il faut traiter, quand il ne faut pas traiter, on pourra y revenir. Donc il y a l'hypothyroïdie vraie, on n'a pas assez d'hormones, et l'hypothyroïdie fruste, on en a assez, mais la TSH, elle commence déjà
à pas être normale, en l'occurrence trop haute, puisqu'on est dans l'hypothyroïdie frustre. C'est quoi la différence? Parce que là, je me mets à la place de l'auditeur. Vous lui dites, il y en a une vraie, il y en a une frustre, il y en a une Oui, fonctionnelle. ouais, C'est non. pas la même Alors, cause, ça vient pas de alors la, c'est pas le justement, même fonctionnement. hypothyroïdie fonctionnelle, on n'en parle plus parce que c'est un terme qui ne fonctionne pas, enfin, qui n'est pas utilisé en langage médical. Il n'y a pas l'hypothyroïdie fonctionnelle. Il y a l'hypothyroïdie vraie et l'hypothyroïdie frustre. Euh, voilà, J'ai hypothyroïdie. l'impression, excusez-moi, mais Dites-moi, j'ai l'impression que allez-y. l'hypothyroïdie fonctionnelle, elle est liée aussi à notre niveau de T3. On n'est pas arrivé jusqu'au bout de la chaîne. La T3 qui serait l'hormone thyroïdienne active. Et donc Ah, de voir ce spectre entièrement, si on a une T3 qui serait basse, oui, ce oui. serait une hypothyroïdie fonctionnelle. C'est ce que j'ai cru Non, comprendre. non. Si vous avez une T3 basse, vous êtes un hypothyroïdie. Alors, le terme de fonctionnel, bon, il est C'est intéressant. C'est généraliste. c'est pas faux, mais non, mais je veux dire, on n'utilise pas ce terme hypothyroïdie fonctionnelle. Je m'excuse. Euh, il y a l'hypothyroïdie, hypothyroïdie fonctionnelle. Enfin, quand j'entends ça, ça me laisse sous-entendre que euh, la thyroïde, elle marche, mais au niveau Et ça fonctionnel, va il y a pas un jusqu'au problème. bout. Enfin, bon, après, vous Bon, savez, on utilise toujours des conventions euh, et des termes quand on parle. Donc, voilà, hypothyroïdie fonctionnelle, ok, restons sur la vraie et la frustre. Quelles sont ouais. les différences pour que nos auditeurs comprennent bien? Eh ben, la vraie, vous avez un taux d'hormone qui est bas, et la fruste, vous avez un taux d'hormone qui n'est pas bas. Euh, Quand on se réfère aux normes du laboratoire, la différence, elle est énorme. Il y a un cas, c'est Donc, une hypothyroïdie avérée, avec un taux d'hormone qui est inférieur à la normale. Et dans l'hypothyroïdie fruste, et c'est pour ça qu'elle s'appelle fruste, le taux d'hormone n'est pas en dessous de la limite de la normale, mais la TSH, elle est élevée. Ce qui montre que la thyroïde a un problème. Parce que si elle n'avait pas un problème, la TSH n'augmenterait pas. La TSH, elle va stimuler la thyroïde. Ça sous-entend que la thyroïde, elle est un peu déficiente. Mais on n'en est pas au stade où le taux d'hormone est inférieur à la normale. est-ce Alors, qu'on pourrait beaucoup faire de... le parallèle avec la santé métabolique et nos taux d'insuline, résistance à l'insuline, avec Ce des que j'allais dire, taux oui. d'insuline qui sont élevés? L'analogie Oui, on apparaît pourrait... plutôt claire. Ouais, c'est-à-dire que Et vous une avez glycémie pas... qui est normale. Ouais, vous avez encore une glycémie qui est normale, mais l'insuline, elle commence déjà à pas fonctionner comme il faut. Oui, on pourrait faire un parallèle. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas tout à fait... Ouais, enfin, c'est une Bien analogie, sûr. on va dire. Ouais, ouais. Oui, C'est un oui. phénomène de résistance, en fait, Euh... Oui, 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 d'adaptation. oui, oui, oui. On pourrait faire une analogie comme ça. Hmm. Et pour le bout de cette chaîne, parce que Ouais. vous parlez TSH, T4, Vincent a évoqué la T3. Ah bah, euh, essentiel, la Est-ce qu'elle est T3. vraiment si importante que ça? Ah Ah oui? bah, alors, Est-ce qu'on peut évaluer la fonction de la thyroïde sans doser la T3, docteur? alors, je vais répondre en détail à cette question. La thyroïde, elle fabrique deux types d'hormones. Elle fabrique de la T4, beaucoup, 90%, et de la T3, un peu, 10%. T4 et T3, c'est les deux hormones thyroïdiennes. Mais la seule hormone efficace, c'est la T3. La T4, c'est une forme de réserve, on va dire, qui va être transformée en T3 en fonction des besoins. Non pas par la thyroïde, mais essentiellement par le foie et par le rein et à peu près toutes les cellules de l'organisme, mais beaucoup le foie. Donc déjà, on voit la thyroïde, elle ne marche pas toute seule, il faut d'autres organes. En fait, c'est le principe de la médecine intégrative, ça les Chinois, ils ont compris ça depuis des milliers d'années, c'est que un organe, il marche pas tout seul, il marche avec d'autres organes. Et il faut que tout marche bien pour que la santé soit là. Donc, la thyroïde, elle fabrique de la T4 et de la T3, mais la seule qui soit efficace, c'est la T3. Et quand vous voyez que les bilans sanguins qu'on fait, c'est le plus souvent que la TSH, et parce que ça, c'est des recommandations de la HAS et de la Sécu, et la T4, vous voyez que le plus souvent, on ne dose pas
l'essentiel qui est la T3. Alors pourquoi? Pour des raisons économiques, il ne faut pas se voiler la face. Mais il est vrai que le plus souvent, quand on dose la TSH et la T4, ça suffit pour avoir les idées claires. Mais bien souvent, et c'est ça que je dis dans mon livre, bien souvent, quand vous avez une hypothyroïdie, vous allez voir votre médecin, il vous donne un traitement médical, puisque c'est comme ça, c'est la seule réponse du médecin, habituellement. Il normalise votre TSH, il dit vous devez aller bien, mais vous n'allez pas bien. Alors il vous dose la T4, elle est dans les normes du laboratoire, donc rien ne dit que pour vous c'est bien. Et il vous dit, votre bilan il est normal, donc circulez, il n'y a rien à voir. Et il vous envoie voir un spécialiste pour des troubles dus à la thyroïde, mais comme lui, il considère que votre bilan thyroïdien il est normal, si vous avez un problème digestif, il vous envoie chez le gastro, si vous n'avez pas le moral, il vous envoie chez le psy. Et c'est comme ça que les gens s'éparpillent dans plein de spécialités, alors que souvent, le problème, c'est que la thyroïde, mais on l'a mal évaluée, et notamment, hein, pas que, mais notamment parce qu'on ne va pas doser la T3, qui est l'hormone active. Et vous pouvez avoir une TSH normale, une T4 normale, et une T3 qui l'est pas. Et donc ça peut pas aller. Et est-ce que dans ce cas-là, il faudrait pas juste doser la T3? Alors, si, bien sûr, évidemment. Et pas toute seule. Alors, non, on la dose jamais toute seule, parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Tout est important. La TSH, c'est très important. La Tout le T4 spectre. aussi, bien sûr. Donc, il s'agit pas de dire faut doser que. Il y a des gens, ils disent, moi j'ai vu des bouquins écrits par des confrères, ouais, la TSH c'est nul, la T4 c'est nul, il y a que la T3. C'est pas vrai. Tout est important, tout est important. Et il y a d'autres trucs importants, on pourra en reparler si vous voulez, la RT3, mais on va pas doser tout d'emblée parce que des fois c'est utile quand les problèmes sont compliqués, mais souvent c'est pas compliqué. Et souvent, en dosant la TSH et la T4, vous voyez des anomalies, vous les corrigez, les patients vont mieux. Donc c'est pas la peine après d'aller faire des trucs hyper compliqués qui coûtent de l'argent. Mais quand le problème n'est pas résolu, que le patient ne se sent pas bien, alors il faut pousser les examens. Et ça, on peut en parler parce que vous verrez, on va le développer. Il y a beaucoup de choses à faire à part la TSH et la T. Quand vous dites le patient, on a régularisé la TSH et la T4 et le patient se sent pas bien, Mm. qu'est-ce que ça veut dire ne pas se sentir bien? Quels seraient les symptômes pour vous qui pourraient faire évoquer une hypothyroïdie chez des patients qui se disent: «Bon, mais moi, on m'a testé ma TSH et ma T4 et là, en ce moment, j'ai des difficultés, que ce soit des troubles digestifs, d'autres problématiques». Pourquoi aller chercher plus loin sur cette thyroïde? Alors, on va chercher plus loin. Donc, quand le patient continue à avoir des doléances. Alors, la doléance, la principale, honnêtement, c'est la fatigue. L'hypothyroïdien, il est fatigué. Il se sent mou, il n'a pas la pêche, il n'a pas le moral, le matin c'est dur de se lever. Et il peut avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des troubles de toutes sortes. Ça peut être des troubles digestifs, il peut être constipé, il peut être frileux tout le temps. Bon, le plus souvent, c'est la fatigue. Mais ça peut être des troubles du moral, des troubles digestifs, ça peut être des troubles métaboliques aussi, trop de cholestérol. Alors ça, bon, c'est pas un symptôme physique dont on se plaint, mais des fois dans les analyses, je suis fatigué, j'ai du cholestérol, j'ai pas le moral. Bon, tout ça, ça doit faire penser à la thyroïde. C'est ça le problème, c'est que il n'y a pas de signe spécifique à la thyroïde. La thyroïde, c'est le régulateur de l'ensemble de l'organisme. Donc, les signes qu'il donne, les signes que va donner une hypothyroïdie, sont des signes qui vont dans tous les sens. Il n'y a rien de spécifique. Et c'est ça qui rend le diagnostic peut-être moins facile pour le médecin qui n'y pense pas. Alors qu'il y a d'autres maladies, vous avez des signes typiques, vous pensez à ça directement. La thyroïde, non, il n'y a pas de signe spécifique. Comme vous avez dit que c'était le thermostat, moi Oui. j'avais entendu que c'était un petit peu l'accélérateur ou le frein. Oui, C'est quand même l'hypothyroïdie, c'est des signes négatifs oui, de fatigue principalement, mais il y a aussi un peu des problèmes de perte de cheveux, une oui, digestion lente, une ouais, constipation, ouais, de absolument. la frilosité. C'est des signes à la baisse. À la baisse, voilà, c'est ça, exactement. C'est
Il y a tout qui marche en sous-régime. Et effectivement, il y a des problèmes de peau et de fanère très importants. On a la peau sèche, on a les muqueuses épaissies, on a les cheveux qui tombent. Alors, il y a des signes très spécifiques, notamment la perte de la queue des sourcils. Donc ça, c'est un signe qu'on voit encore. On voit souvent. Ouais. Donc, oui, il y a des signes qui doivent vraiment faire penser à la thyroïde. C'est vrai. Et juste pour conclure cet aspect sur les bilans sanguins, pour nos auditeurs, pour faire un bilan de base, si on a bien compris, on fait TSH, T4, T3. Là, on a l'ensemble du fonctionnement. Et puis après, vous avez dit la RT3. Il y a aussi les anticorps sur les enzymes thyroïdiennes. Est-ce que vous pouvez approfondir le bilan avancé? Oui. Alors, déjà, le bilan de base recommandé par nos autorités sanitaires, c'est chez quelqu'un, alors je parle de l'adulte, chez quelqu'un qui se plaint de rien, le bilan, c'est rien. Voilà, ça c'est la recommandation. Ensuite, si vous plaignez de quelque chose, c'est la TSH. Point final. Si elle est normale, on s'arrête là. Si elle n'est pas normale, on va faire TSH et T4. Voilà les recommandations officielles et voilà ce que vous proposera normalement votre médecin. Parce qu'il suit les recommandations officielles. Et d'ailleurs, s'il ne les suit pas, il aura des problèmes avec la Sécu. Voilà. Et docteur Véroli, Oui. s'il avait vraiment les pleins pouvoirs de ce bilan thyroïdien, est-ce qu'il se tiendrait aux recommandations ou est-ce qu'il il élargirait un petit peu le spectre? Alors, à mon avis, chez quelqu'un qui ne se plaint de rien, doser la TSH tous les 5 ans est pertinent. C'est ce que recommandent les Américains. Vous voyez, en Europe et aux États-Unis, c'est pas pareil. Voilà. Donc, chez quelqu'un qui se plaint de rien, qui est en forme, une TSH tous les 5 ans pour vérifier que la thyroïde ne commence pas à avoir des problèmes. Parce que c'est quand même un problème fréquent et qui, comme tous les problèmes, on disait ça pour la tuberculose, taux dépisté vite guéri. Quand vous dépistez un problème avant qu'il ait trop fait parler de lui, vous avez plus de chances de le résoudre. Bon. Donc, moi, voilà ce que je dirais. Quelqu'un qui se plaint de rien, TSH tous les 5 ans. Comme les Américains. Quelqu'un qui se plaint, TSH au minimum, plutôt TSH T4. Si c'est normal, et qu'on a des signes évocateurs d'hypothyroïdie, on peut aussi demander d'emblée TSH T4, T3. Moi, c'est ce que je fais. Bon. Dans un premier temps, à mon sens, ça suffit. Les autres examens, je m'en sers quand il y a eu une anomalie à TSH, T3, T4, tous ou un seul, et que malgré mon traitement, je n'ai pas satisfaction. C'est-à-dire que le patient ne va pas bien. C'est-à-dire qu'il se plaint encore de fatigue, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, des troubles digestifs, enfin, qu'il continue à avoir des doléances. Voilà. Mais dans un premier temps, TSH, T4, T3, c'est un bon bilan de la thyroïde. Il y a d'autres bilans, alors je vais vous les détailler, qui sont plus compliqués. Et enfin, certains sont plus compliqués. Parmi les dosages hormonaux, alors il y a le dosage de la RT3, qui est très rarement demandé. Alors, c'est quoi la RT3? J'explique. La T4, je vous ai dit qu'elle se transforme en T3, qui est la forme active. Mais elle se transforme aussi en RT3. Ça veut dire reverse T3. C'est une forme de T3 qui est inactive. Et le but de ça, c'est quoi? C'est d'éviter qu'il y ait trop de T3. Parce que la T3, c'est très puissant. Et si vous en fabriquez trop, vous allez vous retrouver en hyperthyroïdie. Or, le corps ne veut pas. Le corps veut que vous soyez en équilibre. Donc, il va fabriquer de la T3 juste ce qu'il faut. Et le reste de la T4, il va en faire de la RT3. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas trop de T4 qui s'accumulent. C'est une façon d'éliminer la T4, parce que la thyroïde, elle en produit tout le temps de la T4. Bon.
Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de T3, qu'est-ce qu'elle va devenir cette T4? Elle va s'accumuler, le corps, il faut qu'il s'en débarrasse. Eh ben, il fabrique de la RT3. Alors, il y a une balance entre la T3 et la RT3. Si la balance, elle est équilibrée comme il faut, tout va bien. Mais si vous avez trop de RT3, vous allez vous retrouver, alors, donc là, on complique, vous allez vous retrouver en hypothyroïdie, même si votre T3, elle a une valeur qui est dans les normes, parce que la RT3, elle va bloquer l'action de la T3. Donc, voilà, c'est un équilibre extrêmement subtil. L'organisme fait ça très bien sans qu'on s'occupe de rien quand on n'est pas malade. Mais il y a des fois où vous allez avoir trop de RT3, même si votre thyroïde, elle marche bien. Et là, on rentre dans des causes d'hypothyroïdie plus fines, plus sophistiquées. Exemple. Je prends un exemple. Vous êtes prisonnier et on vous donne rien à bouffer et vous êtes vous faites du jeûne involontaire. Ou alors, plus fréquent, les gens qui ont des troubles alimentaires et qui font de la restriction calorique, je sais pas, des anorexiques. Bon. Donc dans ce cas-là, vous allez être dans un état de famine et votre corps, il va vouloir préserver votre vie, donc diminuer votre consommation d'énergie puisque vous n'ingérez plus de nutriments et d'aliments pour avoir de l'énergie. Donc, en cas de dénutrition sévère, hein, votre thyroïde va fonctionner moins pour économiser de l'énergie et donc vous garder en vie. Et ça, c'est une situation où vous allez fabriquer beaucoup de RT3. La thyroïde, elle marche. Mais en aval, les transformations hormonales vont être modifiées pour vous garder en vie. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, en fait, l'hypothyroïdie, c'est un manque d'hormones actives. C'est pas forcément la thyroïde qui n'en fabrique pas assez. Et là, donc, on rentre dans des causes un peu plus fines, quoi, plus détaillées. L'hypothyroïdie, c'est pas toujours la thyroïde qui marche pas. Ça peut être les hormones thyroïdiennes normalement fabriquées par la thyroïde qui ne marchent pas. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Et c'est vrai qu'avec Pierre, on a des patients et ça nous parle beaucoup, hein, les gens fatigués. Tout le monde est fatigué, Ouais. des gens qui ont d'autres symptômes digestifs, cutanés, enfin bref, il y en Ou a des plusieurs. patients qui nous parlent de leur perte de poids qu'ils n'arrivent pas à mener à bien, malgré Ouais. les efforts, on va dire, honnêtes d'activité physique et de restrictions alimentaires, si on peut parler de restrictions ou rééquilibrage alimentaire. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est est-ce que la malnutrition ou la dénutrition chronique sans savoir, il y a beaucoup de gens qui mangent pas assez aussi, ou qui mangent d'une manière un peu déséquilibrée, que ça soit dans l'assiette ou au niveau du timing dans la journée. Est-ce que ce serait pas la première cause d'hypothyroïdie Alors, Ces régimes hypocaloriques chez les femmes notamment. oui, chez les hommes aussi, on connaît, hein. absolument. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient et qu'il a des signes évocateurs d'une hypothyroïdie, bon, on va lui faire le bilan sanguin parce que, bien sûr, il faut étayer, c'est un diagnostic qui est confirmé par la biologie, l'hypothyroïdie, hein. Faut être clair. On fait pas ça juste en regardant les gens. On peut évoquer, mais pour être sûr, c'est la prise de sang. Voilà. Mais après, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi la personne elle est dans cet état. Donc vous avez entièrement raison.
la cause, enfin principale, je ne veux pas dire principale, mais une cause très importante, c'est les carences nutritionnelles. Et là, on va parler de ce dont la thyroïde a besoin pour fonctionner normalement. Et pour fonctionner normalement, elle a besoin de nutriments. Comme tout organisme vivant, pour bien fonctionner, il faut bien manger. Voilà. Et elle a besoin de manger quoi, la thyroïde? Si vous lui donnez pas ce dont elle a besoin, eh ben, elle va pas fonctionner. Vous allez vous retrouver en hypothyroïdie. Et donc là, on voit toute l'importance de l'alimentation et on va détailler. Avant tout, elle a besoin d'iode. Parce que les hormones thyroïdiennes comportent des atomes d'iode. La T4, c'est tétraiodotyronine. Tétraiodo, donc il y a 4 atomes d'iode. Triodotyronine, il y a 3 atomes d'iode. Donc il faut de l'iode. Si vous n'avez pas d'iode, votre thyroïde, elle ne marche pas. Donc ça, c'est la base. Donc quand quelqu'un a une hypothyroïdie, avant enfin, c'est mon avis, avant de commencer à donner des médicaments pour remplacer la glande qui ne marche pas, on pourra peut-être se demander si on ne pourrait pas donner des nutriments pour que la glande marche. Or, l'iode est très fréquemment déficitaire dans l'alimentation. Alors, on s'en est aperçu il y a longtemps. Il y avait ce qu'on appelait avant le crétinisme des Alpes, c'est-à-dire que les gens qui habitaient à la montagne, ils étaient carencés en iode, puisque l'iode, c'est surtout un produit de la mer qu'on trouve dans les poissons, les algues et l'air iodé. Bon, à la montagne, on éloigne tout ça. Et donc, il y avait des carences en iode. Et ça donnait des troubles neuropsychiques, parce que, en fait, la thyroïde, elle est très importante chez le fœtus, chez l'enfant, pour la maturation du cerveau. Bon, toujours est-il que quand vous n'avez pas d'iode, la femme enceinte, elle est carencée en iode, le bébé, il est carencé en iode, et il devient ce qu'on appelait crétin. Voilà, c'était les crétins des Alpes. Les Suisses ont pris conscience de ça, et ils ont rajouté de l'iode dans l'alimentation. Donc, c'est pas à l'insu des gens, mais enfin, si vous voulez, c'était, voilà, ils ont iodé le pain et le sel, et du coup, hop, cette pathologie est disparue. Alors, ok. Mais, à la date d'aujourd'hui, donc on a une supplémentation artificielle en iode. Nous, on l'a dans le lait notamment. Mais la quantité d'iode dont on a besoin, il se trouve qu'elle est très sous-estimée. Et donc, aujourd'hui, la majorité des gens manquent d'iode. Donc c'est très très fréquent le manque d'iode. C'est comme le manque de magnésium, c'est comme le manque, il y a plein de choses dont on manque. Donc vous avez raison. Les manques de nutriments altèrent le fonctionnement de la thyroïde et avant tout le manque d'iode. On peut parfaitement évaluer si vous manquez d'iode ou pas. Pour ça, c'est encore une fois une analyse qui consiste à doser ce qu'on appelle l'iodurie. C'est l'iode dans les urines. Sur les urines de 24 heures. Ouais, personne ne le fait. Il y a des labos, ils savent même pas que ça existe. Et ça, c'est très, très, très dommage. Je veux dire, c'est ultra simple. Vous urinez, vous gardez vos urines de 24 heures. Vous regardez combien il y a d'iode dans vos urines. Et vous savez, si vous n'en urinez pas assez, en gros, moins de 100 microgrammes par litre, c'est que vous en manquez. C'est simple. Bon, mais c'est pas remboursé, c'est pas connu, donc personne ne le fait. Et du coup, plein de gens sont carencés en iode. Oui. On a reçu le docteur Reliquet qui a fait un livre sur le sujet de l'iode, qui est très orienté, dans le sens où il y a une orientation des propos sur le fait que le taux en iode qu'on devrait ingérer par jour est largement insuffisant. Donc, il a des recommandations qui sont Physiologiques. supraphysiologiques, tout à fait. Enfin, supraphysiologiques selon nos normes, mais pas selon les siennes. Oui. Voilà. C'est ça, c'est le ça. Problème, c'est que, mais le problème, c'est que, bon, je connais son ouvrage,
je sais ce qu'il pense. Je le connais pas personnellement, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je développerai volontiers ce sujet. Donc je vais peut-être pas faire aussi long que reliqué, mais je vais quand même vous dire. Alors, On a notre temps, hein, vous savez, hein. bon, alors c'est bien. Alors je développe. L'iode, c'est extrêmement important pour la santé. C'est extrêmement important pour la santé, mais pas que pour la thyroïde. Bon, on ne sait pas scientifiquement avec des travaux, vous savez, quand même bien les scientifiques, les trucs carrés, on ne sait pas de combien on a besoin d'iode. Voilà. Alors, il y a des normes qui ont été édictées par nos hautes autorités sanitaires qui disent vous avez besoin par jour de 150 microgrammes d'iode. Bon, ça, c'est comme la vitamine C, hein. Le besoin, eh ben, on vous dit que c'est ce qu'il faut pour pas avoir le scorbut. Mais on pourrait avoir des prétentions un petit peu plus élevées, peut-être, quand même. Il ne s'agit pas juste de ne pas être malade. On pourrait viser la santé optimale. Bon, pour la vitamine C, c'est sûr que si vous prenez 100 mg par jour, vous n'aurez pas le scorbut. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. On peut espérer mieux que de ne pas avoir le scorbut. Bon. Pour l'iode, c'est pareil. Pour fabriquer assez d'hormones thyroïdiennes, vous avez théoriquement, je dis bien théoriquement, parce que c'est même pas vrai toujours, besoin de 150 microgrammes par jour. Donc une dose faible, 150 microgrammes. Mais ça tient compte que de la quantité dont votre thyroïde a besoin. Mais l'iode, toutes les cellules en ont besoin. Toutes. Et du coup, si vous prenez que 150 microgrammes, bon, votre thyroïde, elle risque d'en avoir assez parce qu'elle est prioritaire. C'est elle qui va capter le plus. Mais du coup, vous allez avoir un déficit partout. Et là, je me permets d'insister sur un point qui est méconnu et extrêmement important, c'est que le sein chez la femme et la prostate chez l'homme ont besoin d'iode pour ne pas avoir de cancer. Alors, ça ne veut pas dire que si vous en avez assez, vous n'aurez pas de cancer. Mais si vous n'en avez pas assez, vous augmentez votre risque de cancer de façon considérable. Ça, c'est très, très important à retenir et absolument pas connu, ni du public, ni des médecins. Ça, c'est embêtant. Oui, Alors, le docteur Reliquet, petite parenthèse, le oui. docteur Reliquet parlait. En fait, j'ai trouvé tout le discours de docteur Reliquet tout à fait logique, cohérent, et moi, ça m'a vraiment éclairé sur l'intérêt de l'iode. Euh, j'ai juste eu personnellement, est-ce que je lui ai partagé une problématique avec ce surdosage. Comme nous, vous le savez, on est professionnel de santé, mais on n'est que kiné, on n'est pas médecin. Donc, on peut pas rentrer en conflit et avoir c'est aussi des arguments d'autorité un petit peu dans le sens où il est médecin, il a son avis, et moi, je peux pas lui dire je sais mieux que vous ce qu'il faut faire. La seule chose que je peux lui opposer, c'est les recommandations de l'ANSES sur les apports en iode recommandés et quelles sont les normes. Puis docteur, vous savez, nous on est 1000%, et donc on fait venir des experts. Parfois on n'a pas la compétence aussi pour avoir un vrai esprit critique, mais on veut aussi parler du même sujet avec différentes visions pour qu'après à avoir cette vision à 1000%, c'est-à-dire avoir un peu de recul sur les choses, même si les recommandations de Dr Reliquet sont supra-normales, supra-physiologiques, on ne sait pas trop. Ouais. Mais il a une cohérence dans son discours. Oui. On en a parlé avec Dr Mouton, on en parle avec vous. Et puis après, le principal, les auditeurs qui sont encore là, nous, on veut vous proposer de la connaissance, et c'est la connaissance qui vous permet d'être libre avec vos choix après. Absolument. Alors, Tout ça pour dire que depuis, on s'envoie des photos de wakame avec Vincent parce qu'on Ouais. en mange. Voilà. Alors, Eh oui. je vais vous dire, j'ai plusieurs choses à vous répondre à l'un comme à l'autre. D'abord, comment la pertinence qu'on peut avoir quand on parle d'un sujet, elle dépend, à mon sens, de la connaissance qu'on a du sujet. Et non pas des diplômes que l'on possède. Voilà. Vous pouvez être docteur en médecine et ne rien connaître à l'iode. Bon, vous aurez un statut social qui vous met à l'abri de certaines choses et qui vous autorise à dire des trucs, mais pas tout. Mais si vous n'êtes pas médecin et que vous avez fait
une analyse approfondie de la littérature scientifique. Donc, ça suppose que vous sachiez la déchiffrer. Vous avez le droit de vous exprimer. Je veux dire, il faut s'appuyer sur la littérature scientifique. C'est comme ça que ça marche à l'heure actuelle. Quand on s'appuie sur la littérature scientifique, donc publiée dans des revues à comité de lecture, bon, on a une base scientifique respectable. Et donc, vous pouvez dire ce qui est écrit. Bon, ça c'est la base. Après, pour le praticien, donc là, médecin en général, il y a l'expérience clinique. Et ça compte. C'est pas rien. Alors, ça a moins de valeur au niveau des reconnaissances que la littérature scientifique publiée, mais je pense qu'il ne faut pas la balayer d'un revers de main. Et il y a les études épidémiologiques qui observent ce qui se passe dans la population. Donc, déjà, la Haute Autorité de Santé, elle vous dit, l'iode, c'est 150 microgrammes par jour. Bon. Et si j'en prends plus, qu'est-ce qui se passe? Cherchons dans la littérature, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous dis tout de suite, il ne se passe rien du tout. Alors, si vous observez au Japon, les Japonais et les Japonaises, surtout les Japonaises, c'est intéressant parce qu'à cause du sein, mais on va en parler. Entre le poisson, ils mangent du poisson sans arrêt, des algues, ils mangent des algues sans arrêt. Ils absorbent à peu près 10 mg par jour d'iode. Ah ouais, ça fait carrément plus, 10 mg, ça fait 10 000 microgrammes. On n'en est pas à 150 microgrammes. Bon. Est-ce qu'ils sont malades? Non. Est-ce qu'ils ont des problèmes de thyroïde? Bah non, ils en ont moins que nous. Bon. Et puis, ils ont moins de cancer du sein aussi. Donc il y a matière à réflexion. C'est intéressant. Voilà. Et en gros, alors, qu'est-ce que j'en pense? Parce que c'était votre question. Moi, ce que je pense, c'est que 150 microgrammes par jour, c'est strictement insuffisant. Quand on fait la littérature, je l'ai faite, les besoins, donc je vous ai dit, les besoins, on ne les connaît pas, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire, l'organisme par jour a besoin de tant d'iode. Il n'y a aucune publication qui le dit. Donc on ne Pourquoi? peut que Parce qu'on faire des on manque de estimations. mesures, on manque d'outils pour Ça n'a pas été fait. définir ça? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Voilà. Donc quand quelque chose n'a pas été fait, on peut donner son avis, mais on ne peut pas affirmer. Ok. Donc voilà. La réponse est de combien d'iode on a besoin chaque jour? La réponse c'est on ne sait pas. Bon. Alors, en observant ce que font des gens, on peut déjà savoir si, en prenant une certaine quantité, ils sont malades ou pas. Donc, je vous ai dit, les Japonais, pas tous, mais bon, c'est 10 mg par jour, ils vont très bien. Donc, a priori, ça va. Quand on fait les études qui essayent d'évaluer les besoins des organes, enfin, en fonction des organes, du sexe, machin, à peu près, on pense, c'est pas une certitude, qu'on a besoin d'environ 3 mg par jour. Donc, moi, c'est mon avis, et c'est ce que je fais donc, puisque j'ai un peu de cohérence quand même. Je pense que 3 mg d'iode par jour, c'est bien. On est à l'abri d'un déficit à coup sûr, et on se protège de plein de choses. Alors, du cancer du sein chez la femme, ça c'est prouvé, hein. Par contre, ça c'est prouvé. Et on a un effet bénéfique de l'iode par ailleurs. Alors, les effets bénéfiques de l'iode, il y a un catalogue long comme ça. Antioxydant, chélateur des métaux lourds, anti-infectieux, stimulant l'immunité. Donc l'iode, ça a plein d'intérêts pour la santé, autres que fabriquer des hormones thyroïdiennes. Voilà. Et vous parlez de prévention de cancer du sein. Ouais. C'est avec quelle dose? Parce que je suppose que les études ne sont pas Il y en a coordonnées sur la même dose, non? Mais non, il n'y en a pas, il n'y a que des études épidémiologiques. Donc il n'y a pas de réponse, je ne peux pas vous apporter une réponse scientifique à cette question. Voilà. Il n'y a pas de supplémentation. hein?
Il n'y a pas de supplémentation avec une étude randomisée Non. sur... ok. Non. Mais ce qu'on constate, c'est que les femmes japonaises, donc qui consomment à peu près 10 mg, quand elles émigrent, il y a une étude très connue, elles émigrent aux États-Unis, elles adoptent un mode de vie américain avec leur junk food bien connu. En quelques années, le taux de cancer du sein chez ces japonaises émigrées aux États-Unis rejoint le taux de cancer du sein des américaines. Donc c'est pas génétique, c'est environnemental, donc alimentaire. Mais est-ce qu'on est sûr, après peut-être on clôturera cette partie-là, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment la problématique de l'iode ou est-ce que c'est pas multifactoriel? Est-ce que c'est pas aussi une modification du profil en acides gras chez ces femmes-là qui vont arrêter de consommer du poisson en grande quantité et des algues? Et est-ce que c'est pas tout un équilibre du système qui change? Ça me pose toujours un problème de vouloir calquer. On est des Occidentaux, on regarde comment ça fonctionne en Asie, mais on n'est pas tout à fait pareil, que ce soit par exemple sur la digestion du lactose, on sait qu'ils sont pas comme nous, on est différents. Vous avez entièrement raison. Il n'y a jamais un problème dans la physiologie humaine, dans la santé, qui est dû à une seule chose. Ça n'existe pas, ça. Il y a toujours un contexte. Il y a l'alimentation, il y a l'état d'esprit, il y a tous les autres facteurs alimentaires. Bien sûr qu'il n'y a pas que l'iode. Peut-être que Vous quand avez elle arrive entièrement à raison. Miami, la japonaise, elle prend sa grosse berline et elle arrête de prendre le vélo à Okinawa aussi. Mais oui, mais vous avez entièrement raison. Néanmoins, alors ce que vous dites, c'est absolument vrai. Il ne s'agit pas de croire qu'il n'y a que l'iode qui change entre une japonaise et une américaine. Bien sûr que non. Mais on sait l'effet de l'iode sur les cellules mammaires. Donc, il y a des arguments quand même. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que ça, mais ça joue. Et ça, c'est prouvé. Donc, ne disons pas il n'y a que l'iode qui fait la différence, mais l'iode intervient dans la différence. Et Mettez un ça, petit focus sur le fonctionnement protecteur de l'iode sur le cancer du sein et puis après on clôturera. ouais, il y a, C'est passionnant. ouais, On se régale. mais il y a, comme je vous ai dit, l'effet antioxydant. Or ça, c'est majeur, parce que vous savez que le cancer, c'est notamment un excès de stress oxydant. Donc, si vous luttez contre le stress oxydant, vous allez déjà avoir un effet anticancéreux. Ça, c'est prouvé. Et puis, il y a les autres effets. Alors, tout n'est pas parfaitement étiqueté, mais par exemple, quand vous chélatez les métaux lourds, quand vous éliminez le degré d'intoxication du corps, vous avez un effet bénéfique anticancéreux. Quand vous stimulez vos cellules immunitaires, vos lymphocytes T, vous contribuez à lutter contre les cellules malignes. Voilà, donc il y a plein d'effets de l'iode qui vont dans un sens anti-oncogène. Ok, Mais bah écoutez, il y a d'autres choses aussi, bien entendu. Alors, pour ce qui est de la thyroïde, donc on a bien compris qu'elle a besoin d'iode, ça c'est bon. Mais elle a besoin de plein d'autres trucs, la thyroïde, pour bien marcher. Parce qu'on était parti de se dire, quand quelqu'un vient avec une hypothyroïdie, avant de lui donner des médicaments, vérifions qu'elle a assez à manger. Bon, l'iode, on a Quels sont les compris. cofacteurs? Voilà, donc l'iode, c'est l'aliment principal. Mais il n'y a pas que, il y a plein d'autres nutriments qu'il faudra donner et dont il faudra vérifier l'absence de carence, parce que ça peut être une cause simple à résoudre pour régler un problème d'hypothyroïdie. Il ne faut pas se précipiter sur les médicaments avant d'avoir vérifié qu'il n'y a pas besoin de nutriments. Le sélénium, le zinc, le magnésium, la vitamine D, c'est les principaux. Il y en a d'autres, Le la fer. vitamine A, le fer, bon. Mais déjà, ceux-là, vitamine D, tout le monde est carencé, quasiment. Magnésium, tout le monde est carencé. Sélénium, non, moins. Fréquent, mais pas tout le monde. Le fer, pareil.
fréquent, mais pas tout le monde. Voilà, donc il y a plein de choses. Alors tout ça, ça se dose. Hein, ça se dose et ça se complémente. Et à mon avis, à part la vitamine D et le magnésium, vaut mieux pas complémenter sans doser, notamment sélénium, zinc, parce que ce sont des métaux, et si on en prend trop, ça peut arriver assez vite d'en prendre trop, on va avoir un effet délétère. Alors que le magnésium, vous pouvez en manger des caisses, il va rien vous arriver, sauf si vous avez une insuffisance rénale. Et la vitamine D, c'est des méga caisses avant d'avoir un problème. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut évaluer, auxquelles il faut penser. Et à mon avis, même quand on n'a pas de problème de thyroïde, il faut se supplémenter. Parce que moi, je suis un partisan de se supplémenter en plein de choses quand on est en bonne santé pour le rester, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, juste pour ouvrir un peu le bilan de santé dans lequel on est rentré, vous donniez votre bilan de base avec TSH, T4, voire T3, et vous ajoutez en fait un bilan micronutritionnel Ouais, pour avoir vraiment une fonction thyroïdienne totale. bien sûr, absolument, absolument. En fait, de quoi on s'aperçoit quand on pratique depuis longtemps et qu'on a fait la biblio dans plein de domaines, dans plein de sujets, c'est mon cas, c'est que toutes les maladies chroniques, elles ont une base commune. C'est les piliers de la naturopathie comme par hasard. C'est-à-dire, il faut avoir une activité physique suffisante. Je dirais que c'est la première des choses. Donc pour la thyroïde, ça compte aussi. Ensuite, une alimentation de bonne qualité. Ça, c'est vrai dans toutes les maladies, pour avoir des apports suffisants en nutriments, pour avoir une alimentation anti-inflammatoire, antioxydante. Oui, Et si je puis me permettre, souvent, en fait, en consultation avec des patients, ils viennent pas pour ça, parce que moi, je les suis en kiné ou en ostéo, et ils me disent: «Non, mais moi, je mange bien» ou «Non, je bouge, ça va». Heu, j'ai l'impression que maintenant, là, ces normes de, bien bouger, ne sont pas comprises. Les gens sont pas au courant de ce que devrait être la vraie norme, et pareil sur, «Je mange bien», les gens sont pas au courant de ce que devrait être la vraie norme, les apports protéiques, les apports caloriques, les apports en oméga 3, les apports en micronutriments, le fait de manger du bio pour avoir des apports en micronutriments suffisants. Et vous parlez du rôle de la supplémentation, ce que sous-entendu, en fait, bien manger ne suffit plus. Maintenant, oui, la oui. supplémentation doit être, quasi obligatoire. Alors, le problème, c'est que dans un monde de bisounours qui serait non pollué, merveilleux, l'alimentation, elle doit nous apporter tout ce qu'il nous faut. Le monde a été parfaitement bien conçu. La La création, c'est France, il y a quelque chose 200 ans, de... quoi. Ouais, Mais là, la c'est un création, monde c'est à magnifique. 1000%. C'est un monde à 1000%, et donc c'est un monde conscient, hein. Voilà. Donc, compte tenu... Oui, non, mais on est bien d'accord, j'allais y venir. On n'est pas dans un monde de bisounours. L'agriculture, c'est une catastrophe. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, pour ce qui est de la santé, je me limite à ça, hein, c'est le sujet, c'est une catastrophe. Donc, il faut s'adapter. C'est plus possible d'espérer manger sainement en France. Alors, il y a des endroits encore privilégiés, mais certaines îles, ne serait-ce qu'en Sicile ou en Grèce, où ils font leur jardin, machin, il n'y a pas trop de pollution autour, ça va pas trop mal. Bon, quoique le poisson dans la mer, malheureusement, c'est une catastrophe partout. Bon, mais globalement, monsieur tout le monde qui va acheter sa nourriture au supermarché et qui la prend pas dans son jardin, il ne peut pas échapper à la malbouffe. Malbouffe au sens pauvre en nutriments, riche en pesticides et en additifs. Même si on mange pas d'alimentation ultra transformée, ce qu'il faut évidemment éviter et bannir. Bon, mais voilà, dans le monde d'aujourd'hui, en étant conscient à 1000%, on doit accepter que la nourriture ne nous apporte pas ce qu'elle devrait idéalement nous apporter. Et d'ailleurs, si vous avez un doute, faites des dosages sanguins.
et vous verrez que vous êtes carencé. Alors, il y a les dosages de nutriments et il y a d'autres dosages plus sophistiqués. Donc là, on dépasse le cadre de la thyroïde, mais encore une fois, on ne dépasse pas le cadre de la santé globale et la thyroïde, bah, ça fait partie de la santé globale. Vous pouvez faire des études plus approfondies. Évidemment, tout ça n'est pas remboursé. Évidemment, tout ça, les médecins ne savent même pas que ça existe. Le statut antioxydant, le statut en acide gras érythrocytaire, le typage lymphocytaire, le profil protéinique. C'est des examens qui vous donnent des renseignements extrêmement précis de comment marche votre organisme. Et en les faisant, si vous faites rien de spécial par ailleurs, vous allez voir la catastrophe. Il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Ah, mais mon médecin, il m'a fait une prise de sang, tout est normal. » Alors, Il dit, tout, bon, tout ce qu'on vous a dosé est par où normal. commencer? Tout ce qu'on vous a dosé est normal. Moi, si vous voulez, je vous fais une prise de sang où tout est anormal. Tout dépend de ce qu'on cherche. Voilà, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et on ne cherche que ce qu'on connaît. Que ce qu'on connaît, oui. Eh ben oui, eh ben oui. Donc, voilà. Pour rester sur, on parlait de docteur, moi je mange bien. Quel serait ce que vous auriez à dire entre la connexion entre la thyroïde et le gluten? Alors, il y a de la littérature là-dessus. Ça tombe bien. Quand il y a de la littérature, on s'en sert. Et il y a des trucs très bien. Alors, d'abord, le gluten. Je vais dire comme dans le Père Noël est une ordure, c'est une catastrophe. Non, c'est pas vrai. C'est pas une catastrophe pour tout le monde. Mais globalement, le gluten pose problème. Alors, dans l'hypothyroïdie, il y a une forme particulière qui est la plus fréquente, hein, c'est la thyroïdite de Hashimoto. On n'en a pas parlé jusque-là. C'est quoi? La thyroïdite C'est japonais ça alors? Ouais, absolument. Hashimoto. C'est parce C'est qu'ils le mangent pas nom. assez d'iode, je pense. Non. C'est un japonais qui l'a décrite, donc c'est pour ça qu'elle porte son nom. La thyroïdite de Hashimoto, c'est une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc c'est une cause d'hypothyroïdie, qui est la cause la plus fréquente en France, enfin en Europe, dans le monde aussi d'ailleurs. Et elle est due à une maladie auto-immune. Alors, donc là, hop, maladie auto-immune, c'est un sujet à part entière. Toutes les maladies auto-immunes ont des points communs. Ça tombe bien, on va en parler, donc ça va s'appliquer à la thyroïde. Alors, le point de départ de toutes les maladies auto-immunes, c'est l'intestin. Donc, vous imaginez qu'il va y avoir une relation entre l'intestin et ce qu'on mange. C'est prouvé en long, en large et en travers. J'arrive pour le gluten. Le gluten favorise l'inflammation de la muqueuse intestinale et favorise l'hyperperméabilité intestinale chez tout le monde. Donc, vous pouvez avoir une bonne constitution, ne pas être malade, manger du gluten sans que ça vous rende malade. Il n'empêche que le gluten va favoriser l'inflammation intestinale. Et que si vous ne mangez pas de gluten, eh ben vous aurez moins d'inflammation intestinale. Mais peut-être que chez vous, ça favorise pas beaucoup l'inflammation intestinale, donc que vous en mangez ou pas, vous verrez pas la différence. Pourquoi je dis ça? Parce que enlever le gluten à tout le monde, je trouve que c'est totalement inadapté. C'est compliqué. Bon, on s'adapte à tout hein, quand il faut, mais c'est compliqué. Donc tout le monde n'a pas besoin d'arrêter le gluten. Voilà. Mais chez quelqu'un qui a une maladie auto-immune et qui vient me voir, je lui fais arrêter le gluten. Parce que comme les maladies auto-immunes ont leur source dans l'intestin, ça c'est prouvé hein, dans la littérature, je vais mettre toutes les chances du côté du malade pour limiter
l'altération de sa membrane intestinale. Donc c'est le seul cas où quand les gens viennent me voir, je leur dis: «Vous arrêtez le gluten». Oui, Mais docteur, moi, quand je mange du gluten, j'ai pas mal au ventre, donc voilà, je moi vois non pas trop plus. l'intérêt. Voilà, moi non plus. Donc Non, mais je me si mets à la place d'un patient qui a une ouais, maladie ouais, d'Hashimoto et ouais, qui vient vous voir. voilà, mais s'il vient me voir, bon, je vais lui expliquer que les maladies auto-immunes ont leur source dans l'intestin, que le gluten favorise l'hyperperméabilité intestinale et que dans son cas, s'il veut mettre toutes les chances de son côté pour guérir, il a intérêt, en plus de tout ce que je vais lui dire, d'arrêter le gluten, au moins pendant un temps. Après, s'il dit moi docteur, vous me cassez les pieds, j'ai pas envie. Bon ben écoutez, vous êtes libre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis pas votre gourou, hein. Moi je vous donne des notions que j'ai acquises parce que je me suis documenté. Je peux vous dire que ça risque de vous faire du bien. Si vous voulez pas le faire, ben ne le faites pas. Voilà. Et c'est pas parce que vous avez pas mal au ventre qu'il n'y a pas un problème. Mais dans les autres cas, quelqu'un qui n'a pas un Hashimoto et qui a un problème de thyroïde, je ne vais pas lui dire d'arrêter le gluten. Voilà, pour répondre à votre question. Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast. J'ai l'impression que notre santé, elle est quand même dépendante de plusieurs facteurs. Donc, notre santé intestinale, Bien sûr. les maladies auto-immunes, l'inflammation, le stress oxydatif. Et il y a aussi quelque chose qui revient souvent chez 1000%, c'est la toxicologie. Donc, l'impaction des polluants, des pesticides et des métaux lourds. Bien Est-ce sûr. que vous pouvez aborder ce sujet, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, tout intervient dans tout. Je veux dire, c'est ça la médecine intégrative. C'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'iode, c'est important pour les Japonais, mais il n'y a pas que l'iode. Évidemment qu'il n'y a pas que l'iode. Là, pour l'intestin, il n'y a pas que le gluten, il y a tout. Le stress, c'est hyper important. Le stress, ça vous augmente la perméabilité intestinale aussi. Tous les cochonneries qu'on avale aussi. Alors, ça altère la perméabilité intestinale, ce qui en soi cause des problèmes, mais toutes les cochonneries qu'on mange, en plus d'altérer la perméabilité intestinale, elles ont aussi des effets toxiques sur le reste de notre organisme. Parce que comme quand la perméabilité intestinale est altérée, ces molécules toxiques, elles passent plus facilement dans le sang, elles vont encore aggraver la situation. Donc, ça, je le détaille dans le livre, je donne toute la liste de tous les machins, les pesticides, les organochlorés, les colorants, les édulcorants artificiels, les halogènes, que l'iode est un halogène, donc il y a le Le brome, dentifrice. voilà, le brome, le fluor, le chlore, tout ça, machin. Tout est, enfin, il y a plein, on est cerné de toxiques qui nous font du mal à la santé, évidemment. Bien sûr, il y a pas que le gluten, évidemment. Donc, l'alimentation que je préconise, alors pour la thyroïde et pour pour tout le monde, même si on n'est pas malade, c'est une alimentation typiquement méditerranéenne. Alors, il n'y a pas que celle-là, mais celle-là, elle a fait la preuve de son utilité pour la prévention des maladies de toutes sortes. Donc, plein de légumes. Moi, je dis 50% de votre quantité que vous avalez par jour des légumes bio. Et puis, donc ça vous permet d'avoir un apport en antioxydants, en vitamines, les fruits aussi, plus des légumes que des fruits, hein. Et puis, un bon apport en protéines, ça c'est très important. Alors, pas spécifiquement pour la thyroïde, pour la santé générale, mais il se trouve que la thyroïde, elle fabrique des hormones. Pour ça, elle a besoin de tyrosine, parce que les hormones thyroïdiennes sont faites, entre autres, avec de la tyrosine qui est un acide aminé, et ça se trouve donc dans les protéines. Donc si vous mangez pas assez de protéines, bah, vous aurez un problème. Honnêtement, pour ce qui est de la thyroïde spécifiquement, faut vraiment être carencé en protéines pour pas faire assez d'hormones thyroïdiennes, hein.
Je dirais que manger assez de protéines, c'est important, surtout pour le reste de la santé, pas spécialement pour la thyroïde, parce que les carences en tyrosine, il y en a pas dans notre pays, je veux dire. Euh, Peut-être à part quelques gens qui sont dans la famine, mais sinon, on a un apport suffisant en tyrosine. Mais par contre, pour la santé globale, on mange pas assez de protéines, c'est sûr. Et surtout les personnes âgées qui ont besoin de plus de protéines que les jeunes, puisque les muscles fondent. Et que le muscle, c'est la vie. Voilà, il faut manger comme il faut. Et puis bon, il y a la boisson aussi, on n'a pas parlé de la boisson, mais c'est extrêmement important. L'eau, quelle est la qualité de l'eau, quelle eau faut-il boire, donc voilà, tout ça, ça intervient aussi pour la thyroïde, absolument. Et le conseil du docteur pour son eau, on la filtre avec une carafe filtrante, avec un filtre à charbon actif, ça suffit? Alors, moi, je pense qu'il est indispensable de filtrer son eau. Voilà. Alors, on va me dire, ouais, mais bon, attends, faut pas déconner. Moi, j'habite en France, je suis pas dans le tiers-monde. L'eau du robinet, elle est potable. Voilà. Alors, l'eau du robinet, elle est potable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez la boire, vous n'allez pas, quelques heures après, vous précipiter aux toilettes parce que vous avez une diarrhée due à une toxi-infection. C'est vrai. Mais elle est potable au sens bactériologique. Vous n'allez pas attraper la typhoïde en buvant de l'eau du robinet en France. Mais potable, chez nous, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de conséquences sur la santé. Il faut savoir que dans l'eau du robinet, bon, je prends celle du robinet parce que c'est celle qui est censée être la plus souvent utilisée, quoi. Vous avez des résidus de médicaments qui ne sont pas éliminés par les stations d'épuration. Pas tous, donc vous trouvez tous les médicaments que prennent les gens, notamment toutes les hormones que prennent les femmes, soit la contraception, soit le traitement substitutif. Vous trouvez aussi des drogues anticancéreuses. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais vous buvez de l'eau tous les jours. Des nitrates, de l'aluminium, du chlore, des pesticides, j'en passe, et des meilleurs. Alors, ça c'est l'eau du robinet. Maintenant, il y a l'eau en bouteille. Vous trouvez à peu près la même chose en moins dosé, mais il y a la même chose. Il y a des médicaments dans les eaux qui viennent de la montagne, où on fait des belles publicités, machin, ça a été prouvé aussi. Et en Moins plus, dosé, mais avec du plastique quand même, en supplément. j'arrive. Et par contre, elle bénéficie des microplastiques. Voilà. Donc, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau que vous achetez en bouteille, ces eaux méritent d'être filtrées. Donc, moi, je vous donne mon avis. J'utilise de l'eau du robinet et je la filtre systématiquement pour boire et pour cuisiner. Alors, Avec je la quoi filtre vous avec filtrez? quoi? Quelle est votre Ah, stratégie à vous? Ouais. Ouais. Donc, je attends. veux dire ce que je fais moi. Moi, j'ai fait le choix de prendre un filtre à charbon actif et céramique qui élimine ouais, alors, ils disent 99%. Le problème, c'est que il faut pas être dupe. C'est des analyses qui sont faites par le fabricant. Donc, moi, j'ai pas du tout confiance. De toute façon, tous les gens qui nous vendent des trucs, je suis désolé, hein, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est des voleurs, voilà, et des menteurs. Bah oui, c'est comme ça. Mais n'empêche que j'ai pas trouvé mieux. Donc, j'utilise une carafe filtrante d'une marque américaine très connue et qui donne des résultats qui semblent d'excellente qualité. Il y a C'est des les grosses systèmes. carafes en inox, c'est ça? Utiliser la Berkey, quoi. Ouais. Bah, moi aussi. Il y a d'autres systèmes que je n'aime pas. Il y a le système de l'osmose inverse qui, donc là, je vous donne un avis, hein, je vous délivre pas une vérité. Je tiens On toujours à prend faire la les avis. nuance.
Je tiens toujours Très à bien. la nuance, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux vous affirmer parce que c'est étayé, et il y a des choses que je pense, donc ça n'engage que moi. Et je ne prétends pas que ça soit une vérité. Et c'est toujours important de faire la différence quand on parle, parce qu'on entend pas mal de bêtises, et si les gens prenaient la précaution de distinguer ce qui est sûr au moment où ils parlent, et leur avis, ça clarifierait les choses. Alors, l'osmose inverse, ça élimine encore plus tout, sauf que ça élimine aussi tous les minéraux. Donc, votre eau, elle est complètement déminéralisée, et si vous la reminéralisez pas, c'est carrément pas bon pour la santé, et c'est indigeste notamment. Donc, et puis c'est compliqué, ça coûte cher. Et ça s'installe sur la tuyauterie, enfin, c'est un bazar, et moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Alors que la Berkey, c'est un système de filtration par la gravité, il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de rien. Et même dans une option un peu survivaliste, ça remplit parfaitement les fonctions. Voilà. Alors il y a des systèmes analogues. Par contre, les carafes qu'on vous vend au supermarché d'une marque bien connue, ça vaut pas une cacahuète. Ça filtre que dalle. J'ai fait une grosse erreur, je dois l'avouer. C'est que j'ai voulu radiner, j'avoue. Et j'ai acheté cette fameuse carafe d'une Commence marque par bien Brie et connue. qui finit par Ta. Voilà, qui commence par un B et qui finit par un A. Et en fait, j'ai eu un souci d'eau du robinet un jour, où j'ai eu de l'eau du robinet qui sortait jaune. Et en fait, dans ma carafe filtrante, l'eau était toujours jaune. Bah ouais. Et là, ce jour-là, c'était. Elle a pris un tir. Vous avez Et, compris et, que et j'ai comparé, est-ce que j'avais deux trucs de filtration. C'est bien parce que j'avais de la famille ce jour-là qui m'a charrié sur ma carafe. Donc voilà. Et j'avais ma gourde, une fameuse gourde qui commence par un O et qui finit par un O. très bien. Euh, et sans appel. Là, Bah c'était ouais, vraiment la pub bah ouais, avec celles qui fonctionnent pas et celles qui fonctionnent. bah ouais. Il y en avait Avec la une, l'eau gourde, était comme avant ouais. Avec la gourde qui commence par un O, vous allez et qui finit par co. dans un marécage. Moi, je l'ai fait, hein. Et puis, vous prenez l'eau du marécage comme ça à travers le filtre. Impeccable. Ouais. Bon, dans tous les cas, quand même, le problème de l'eau, parce C'est que un c'est problème. un sujet, C'est un problème. qu'on va aborder, mais si on regarde le problème dans son ensemble, c'est d'abord d'avoir un garde-fou contre les toxiques qui sont dans l'eau, Ouais. plutôt qu'un problème d'apport en minéraux de cette eau qui serait là pour nous minéraliser. Le vrai problème, c'est d'avoir un garde-fou contre ces toxiques qui polluent notre santé. Oui, oui. Non, mais j'ai parlé des minéraux pour vous dire pourquoi j'aimais pas l'osmose inverse. Mais on est d'accord, le problème de l'eau, c'est surtout les toxiques qu'elle apporte. Mais quitte à éliminer les toxiques, autant ne pas éliminer les minéraux qu'elle contient. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait vraiment un tour magnifique de la question de la thyroïde, l'hypothyroïdie. Quels sont les moyens d'action de vous, votre vision de médecin? Quel est votre protocole de mise en action? Vous avez vous donnez des recommandations alimentaires, de mode de vie, on a très bien compris. Et puis après, comment vous passez le cap médicamenteux, puis tout ce que vous avez en Ouais. main? Alors, donc, quand quelqu'un vient me voir avec une hypothyroïdie, alors, soit il est sous traitement déjà, et il vient me voir en deuxième intention, soit il n'a pas de traitement. Donc d'abord, on confirme l'hypothyroïdie avec de la biologie. Ensuite, on voit l'intensité de cette hypothyroïdie. Parce que si quelqu'un vient me voir qu'il a une TSH à 30, honnêtement, je ne vais pas commencer par lui donner de l'iode et de la vitamine D. Hein. Non, il faut soulager les gens. Je vais lui en donner, mais il aura aussi des hormones. Parce qu'il y a certains degrés où vous savez d'expérience que les traitements naturels suffiront pas. Faut pas rêver. On ne guérit pas toutes les hypothyroïdies de façon naturelle. C'est pas vrai. En pratique, c'est pas vrai. Voilà. Il y a plein de causes. On pourrait y revenir. Mais bon. Donc, d'abord, on confirme le diagnostic. Ensuite, selon
l'intensité de l'hypothyroïdie et l'état de la personne, on va utiliser des médicaments d'emblée ou pas. Je fais aussi un bilan micronutritionnel pour voir quelles sont les carences et les quantifier. Alors, il y a des carences que je sais exister avant même de faire le dosage, mais le fait de faire un dosage, d'abord va donner une assise à ma démarche, va montrer au patient que c'est pas juste moi qui suis en train de délirer pour lui prescrire ceci et cela. S'il voit sur le papier de l'analyse de sang qu'il est déficitaire en quelque chose, il va plus adhérer au traitement que si c'est juste moi qui lui dis. C'est comme ça. Bon. Et puis bon, ça permet un peu de détailler scientifiquement sa démarche. Si l'hypothyroïdie est modérée et qu'il y a des carences, je commence par combler les carences. Donc, faut se donner quelques semaines ou quelques mois. C'est rare qu'il y ait une urgence. L'hyperthyroïdie, dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est grave, c'est urgent, il faut pas traîner. Il faut prendre des médicaments, c'est mon conseil. L'hypothyroïdie, c'est une autre ambiance. On est plus au calme, sauf dans certains cas très particuliers. On peut prendre le temps de faire les choses calmement. C'est rarement une urgence. Presque jamais. Donc, je complémente. Je donne aussi des plantes, on va en parler, pour aider. Et au bout de quelques semaines ou mois, minimum 2 mois, plutôt 3, je vois ce qui se passe. Soit la personne, elle s'améliore. Alors, soit tout va bien, le problème est réglé. Le problème est réglé à condition de continuer les compléments. Puisqu'il y avait une carence, si j'arrête, ça va revenir. Soit ça s'améliore et on continue. Et on surveille de façon espacée, plus ou moins espacée selon les cas. Soit, malgré la complémentation nutritionnelle et les plantes que je donne presque toujours, ça suffit pas, voire ça n'a rien fait, ça arrive, auquel cas, j'introduis des médicaments. Et alors là, les médicaments, bon, il y a tout un protocole, on peut en parler après, en sachant que le plus souvent, donc, comme on l'a dit, il ne suffit pas de faire une complémentation en micronutriments et en plantes qui favorisent la thyroïde. Il faut souvent reconsidérer le mode de vie. Donc l'alimentation, on en a parlé assez abondamment. L'eau, on en a parlé. La gestion du stress, on n'en a pas parlé. Et c'est extrêmement important pour la thyroïde. Ceux qui sont intéressés un peu dans la médecine énergétique, ils savent que là, il y a un chakra. Tout ça, c'est des notions qui n'existent pas en médecine conventionnelle. Et pourtant, l'énergétique, c'est la vie. Bon, moi, j'ai une formation en énergétique de longue date, donc je suis particulièrement sensibilisé En médecine traditionnelle chinoise, c'est ça? Ouais. Et donc, si vous voulez, voilà, les soins qu'on va donner aux malades ne se limitent pas obligatoirement à des molécules, mais si on peut introduire quelque chose d'énergétique, ça sera mieux. Bon, alors, il y a des patients qui veulent bien, d'autres qui veulent pas. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Mais si vous voulez, moi, ça va faire partie de mes préconisations. Notamment la gestion du stress. Alors, c'est des trucs simples, il ne s'agit pas de commencer à être perché ou quoi. Il faut rester accessible aux patients à qui on parle, parce que dans notre culture, malheureusement, ça reste encore un peu délicat, mais ne serait-ce que la respiration, c'est déjà la première chose, et comme par hasard, la plus efficace et la moins chère, ça tombe bien. C'est très important. Voilà. Donc, parmi les plantes, ça c'est une petite parenthèse qui méritait quand même d'être faite. Parmi les plantes, il y a des plantes qui favorisent le fonctionnement de la thyroïde et qui vont la stimuler.
La principale, c'est l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène de la médecine ayurvédique, connue depuis des milliers d'années, qui a fait la preuve de son efficacité. Il y a des publications en veux-tu, en voilà. Donc ça, c'est parfaitement étayé. Ça favorise la synthèse des hormones thyroïdiennes et ça a plein d'autres effets très bénéfiques. Oui. Les doses recommandées, parce qu'il y a une molécule active de l'ashwagandha, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, Euh, ouais. Alors, juste pour dire une généralité sur les plantes. Ça, c'est un principe qui m'est cher. Une plante, c'est un totem. La nature, elle a fabriqué des plantes. Elle n'a pas avec la fabriqué, matrice. ouais, entre autres. Et non, il y a la matrice et puis il y a plein de molécules dans une plante. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire les scientifiques chez nous? Ah, on va trouver une plante, on va extraire la molécule active. Donc, je vais vous donner la molécule et comme ça, c'est pareil que si je vous donnais la plante. Bah, non, non et non. D'ailleurs, alors, des fois ça marche, mais c'est pas pareil. Donc, la plante, elle a des tas d'effets. Il y en a plein qu'on n'a pas identifiés parce que on n'est pas si brillant que ça en pharmacologie analytique. Je veux dire, on ne sait pas appréhender vraiment la totalité des interactions de toutes les molécules qu'il y a dans une plante. Les Chinois, en pharmacopée traditionnelle, ils sont beaucoup plus avancés en termes de raisonnement pharmacologique parce qu'ils ont, quand ils donnent des médicaments à base de plantes, il y a une plante empereur, une plante ministre. On sait que tout, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et la science moderne ne sait pas décortiquer ça parfaitement. Voilà. Donc, l'idée de se dire, dans cette plante, il y a une molécule qui marche, donc c'est ça qu'il faut donner, souvent, c'est faux. Voilà. Et dans l'ashwagandha, entre autres, La nature est trop complexe. ben, on n'a pas tout compris. Voilà, de la nature. Il faut C'est être surtout qu'on humble. comprend rien, non? Ouais, exactement. Ouais, non, non, mais on est d'accord. Ouais. Absolument. En fait, plus vous apprenez, à condition d'avoir un esprit un peu ouvert, plus vous vous rendez compte qu'on comprend rien. Mais c'est pas À grave. condition d'avoir suffisamment d'iode dans le système quand même. Ouais. Mais c'est pas grave. Je veux dire, vous savez, moi, je m'en fous de pas tout comprendre. Je sais plein de choses, parce que j'ai étudié énormément pendant 40 ans, donc je sais plein de choses, mais je m'en fous de pas savoir certaines choses. C'est pas grave. Faut juste avoir l'humilité. Alors, faut quand même savoir des trucs, parce que si on sait rien de rien, on est un petit peu un danger public quand même, quand on soigne. Hein. Mais pas tout comprendre, c'est pas grave. Vous savez, on dit souvent, les médecins, ils préfèrent savoir de quoi un malade est mort que de ne pas savoir comment il a guéri. Bon, moi, c'est pas mon cas. Euh, les plantes, il y a des trucs qui marchent. Donc ça, c'est, il y a de l'empirisme, notamment en médecine traditionnelle chinoise que je connais. Bon, il y a des trucs, ça fait des siècles qu'on les donne et que ça marche. Il y a des études des fois qui ont réussi à expliquer comment et pourquoi, des fois partiellement, mais c'est bon, moi ça me va, je m'en sers. L'ashwagandha, c'est un exemple. Il y a d'autres plantes qui stimulent la thyroïde. Il y a le gugule, il y a le Coleus forscoi, c'est des plantes avec des noms un peu bizarres, bon, tout ça c'est dans mon bouquin, mais voilà, donc c'est des plantes qui aident. Alors si ça suffit pas, on va passer aux médicaments. Les médicaments, ça marche très bien. Il y a des inconvénients, mais ça marche très bien. Donc quelqu'un qui a une hypothyroïdie, on lui a donné des traitements naturels, ça n'a pas marché. C'est pas une catastrophe. Je veux dire, il y a des gens qui disent ah docteur, il faut absolument que j'arrête mon lévothyrox. Pourquoi? Je veux dire bon, vous êtes malade, c'est regrettable. J'ai un médicament. Alors je dis lévothyrox, je devrais dire lévothyroxine. Lévothyrox c'est une marque et que je ne prescris pas en plus. Donc de la lévothyroxine, c'est le nom de l'hormone. On peut donner de la lévothyroxine. Et voilà, et on corrige son hypothyroïdie, on en prend toute sa vie. Bon, c'est casse-pied parce qu'il faut en prendre tous les jours. Mais c'est pas un drame. Je veux dire, il y a des tas de gens qui prennent des trucs tous les jours. Et puis voilà, si vous vivez mieux avec, c'est pas une catastrophe. Donc, prendre un médicament pour sa thyroïde quand on en a besoin,
c'est pas un échec ni du médecin ni du patient. Des fois, c'est nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc la levothyroxine, on peut la donner à vie et les patients peuvent être très très bien soulagés grâce à ça. Je me permets de partager la couverture de votre livre, docteur Véroli, quand même. On n'a même pas pris le temps de faire de la pub pour le guide complet de l'hypothyroïdie, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ouais, Vous l'avez pas forcément fait, mais du coup, on le fait pour vous. Je pense que c'est un recueil entre autres, ce que vous avez pu évoquer aujourd'hui, mais beaucoup plus complet forcément. ouais, beaucoup plus Certains diront dans complet. les commentaires, mais vous n'avez pas parlé de... Oui, il y a plein de choses dont on n'a pas pu parler. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des livres de plusieurs centaines de pages qui existent pour pouvoir aborder tous les détails Ouais, en ouais. long, en large et en travers. Mais Voilà, aux éditions Thierry Soucard. vous donnez pas votre avis sur la Berkey dans ce livre, et ça, c'était quand même intéressant. Non, non, je cite jamais de marque. J'ai pas de conflit d'intérêt et je fais pas de pub gratuite non plus. Donc voilà. Mais oui, oui, non, dans le livre, il y a beaucoup de détails et, et notamment, bon, vous savez qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont de l'hypothyroïdie que d'hommes. Et je voudrais juste, avant de terminer, donner un dernier message qui est vraiment important. C'est que si une femme prend du lévothyrox, elle verra dans le livre, il faut prendre certaines précautions concernant le cancer du sein. Voilà. Donc ça c'est Allez-y, important. C'est une notion qui est peu allez-y. connue. Allez-y, dites-en C'est-à-dire plus. que quand on prend du lévothyrox, il est très très important de ne pas avoir de carence en iode, sinon ça augmente le risque de cancer du sein. Donc Et de ça la c'est prostate pour les hommes? alors c'est c'est moi je pense, mais j'ai pas trouvé de publication. Par contre pour le sein, c'est sûr. Pour le sein, c'est Bon, sûr. moi, Et j'ai pour eu le la cancer de la prostate, à mon avis, thyroïde. ça doit être pareil. J'ai eu le cancer de la thyroïde, donc je suis supplémenté au Levothyrox depuis quasi 20 ans là. Ouais, et ben je Et pense je que vous avez faut intérêt à que je me prendre de l'iode. charge. Ouais, 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 faut prendre de l'iode. Faut Ok. prendre de l'iode. Ouais, ouais. Non, Combien mais en là? fait, non, mais 2 ce que Vincent, milligrammes? il n'a pas compris, c'est, docteur, Vincent, je ne sais pas ce qu'il fait depuis 5 ans, il habite à Paris. Dites-lui de revenir habiter à Hyères-les-Palmiers et de retourner près de la mer, qui reprenne de l'iode un peu. Je le Ouais. vois qu'il est pas bien. Ah, tu rigoles, là, je suis pas bien là avec la moustache et tout là, je suis nickel. Non, mais c'est super intéressant et vraiment voilà, je place mon contexte en fin d'épisode, mais la thyroïde, on fait qu'en parler et moi j'en ai fait un cancer et donc d'apprendre bah, toute la supplémentation, voilà Alors et tout ce qu'on peut faire on vous autour. l'a enlevé en entier. Ah, on m'a plus qu'enlevé la thyroïde. Ouais. Vous avez eu un curage ganglionnaire aussi? Oui, oui, D'accord. Bon, donc là, la totale. évidemment, tout ce que j'ai dit, c'est, ça s'applique, ça s'applique à vous, mais avec plein de nuances, Oui, bien sûr, bien sûr. avec plein de Et nuances. c'est Mais toujours, par c'est toujours des exemple, nuances interindividuelles. Finalement, bah les ouais, gens ouais, veulent faire des généralités. on peut pas, Euh, on peut on pas. peut le dire que Vincent, il explore depuis maintenant plus d'un an et demi son cas en particulier. Il fait plein Ouais, d'analyses, et il se prend en main et il filtre son eau entre autres. Il fait plein d'activités physiques, il se supplémente. Il gère son sommeil. C'est ouais, multifactoriel, hein. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, enfin bon, moi je me suis énormément occupé de cancérologie, donc évidemment que enfin vous avez tout intérêt à, à suivre plein de comment dire, De précaution. plein de précautions toute votre vie, quoi. Oui, mais de toute façon, moi, je suis fan de longévité, donc je mets mon mode Voilà. de vie comme mon bouclier pour Ouais, ma santé ouais, ouais, maintenant ouais, et pour le ouais, futur, donc il y ouais, ouais. a, y a aucun problème. Et puis dans un cas comme le vôtre, vérifiez votre état immunitaire. C'est important. Parce que, bon, je vous ai parlé du typage lymphocytaire, mais c'est très important dans un cas comme le vôtre, pour vérifier un peu dans quel état est votre système immunitaire. Hmm. Euh, on peut pas le savoir avant d'avoir fait, hein.
Bon, après, voilà, moi, ça, c'est mon cas perso. Le principal, c'est le Ouais, message que vous délivrez autour de ouais, la ouais, thyroïde. ouais, ouais, ouais. Et docteur Véroli, quand même, il y a quelque chose que je retiens, quelque chose de fort aujourd'hui de votre intervention, c'est que vous faites partie de l'équipe du docteur Reliquet qui est supraphysiologique, par rapport aux recommandations. C'est ce que Euh, moi je retiens, de votre positionnement, aujourd'hui. ouais, alors on va pas utiliser le mot équipe du docteur Reliquet parce que Non, mais non, non, mais parce que comme je vous dis, je le connais pas personnellement et j'adhère pas à tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Ça, c'est important. Mais il y a des domaines où je prescris des doses supraphysiologiques de certaines choses. Voilà. c'est c'est- Ouais. Ça, mais dit comme ça me va. mais c'est très clair. Pour vous dire la vérité, c'est que on a extrêmement beaucoup de chance en fait sur 1000%. On reçoit en fait des sages, des experts. Et franchement, tous les invités qu'on a, c'est vraiment extraordinaire, dont une partie de médecins qui sont dans votre cas, on va dire un peu les médecins sages. Vous avez quand même 40 ans d'expérience, vous avez une certaine vision de la santé, une certaine évolution de la société et parfois et de ça la prend du pratique. recul. Ah Parfois ouais. ça prend du recul, ça a du bon sens et parfois ça prend des positions fortes qu'on peut pas percevoir comme extrêmes, mais nous tout l'intérêt c'est de comprendre la vision et ce qu'une position extrême en 2026 serait peut-être modérée en 2036. Mais Voilà, oui, on n'en sait rien en fait. n'oubliez pas qu'il y a un gars, il a dit que la Terre était ronde, il a fini au bûcher, hein. Bon. Euh, les hérétiques, on les brûle. Alors aujourd'hui, on les radie de l'ordre. Ça fait moins mal. Reliquet, il est au courant. Mais voilà. De toute façon, si vous avez raison trop tôt, vous êtes détruit. C'est clair. N'ayant pas la vocation d'un martyr, je me fais discret. Je me contente d'essayer de faire du bien dans mon entourage, mais j'ai pas besoin de, enfin, j'éprouve pas l'envie d'essayer de changer le monde parce que, enfin, je suis certain que ça marche pas comme ça, malheureusement. La preuve, on serait, on serait au courant si ça marchait. Non, non, je pense qu'il faut avoir une action, comme je fais avec vous. Là, je parle. Il y a des gens qui vont écouter, il y en a qui vont retenir. Voilà, petit à petit, la lumière se diffuse, mais ça ne peut qu'aller lentement parce que l'être humain, il est fait comme ça. Et je crois pas aux grandes révolutions où on balaye tout pour faire du neuf. C'est des conneries, ça marche pas. Bah écoutez, c'était très clair, hein, Pierre, on s'est régalé, hein. Je crois qu'on a Bah Eh fait oui, écoutez, je suis ravi alors. un joli tour là. Bon, c'était le mot de la fin, je pense, avec une belle conclusion, de la part du docteur Véroli, donc c'est parfait. très bien. Vous avez été à 1000%, docteur Véroli, on vous Oui. remercie. Et Merci à vous. puis, bah, à très bientôt, hein. Pourquoi Ouais. pas un autre épisode. Peut-être un autre épisode sur médecine traditionnelle chinoise et médecine d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ce Ouais, ouais. champ-là du soin. Ouais, on peut parler de plein de choses, oui. Pas de problème. Allez, merci beaucoup. Merci Salut à tout beaucoup. le Merci Restez monde. à avec nous vous. encore un petit peu. D'accord, Allez, ouais. ciao tout le monde. Allez, au revoir, Et salut. mettez-nous les 5 étoiles. Regardez, le docteur Véroli, il a sacrifié son après-midi. Il y a un beau soleil pour vous Il a offrir pas du perdu de son contenu. sourire, donc c'est ça qui est Non. bon. Non, non, du début à la fin, c'est magnifique. Allez, Allez, merci beaucoup. ciao tout le Salut. monde. Au revoir.